voyez là? Alors à tout de suite. Bonsoir à tous. Moadim et Simcha. Donc le cours de ce soir un peu spécial, enfin, par rapport à la période dans laquelle on est maintenant face au septième jour de Pessah, donc l'ouverture de la mer Rouge. Donc on va expliquer un petit peu comment ça marche l'ouverture de la mer Rouge. On voit que la Torah, dans la Gemara, elle nous compare l'ouverture de la mer Rouge avec le Zivug et la Parnassa. Donc en fait, si on arrive à comprendre le fonctionnement de l'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont réussi les Béné Israël à débloquer là-bas? Alors on pourra comprendre nous-mêmes comment débloquer au niveau de notre Parnassa et au niveau du Zivug pour comprendre comment débloquer cette délivrance. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit que c'est quelque chose qui est courant, que ce soit des problèmes de Zivug. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Quand? Etc. Est-ce que je vais le trouver? On a tout le temps ces questions-là et tout le monde est passé par là. On va dire que c'est très rare les personnes qui ont, qui sont pas arrivées à ces questions-là, bon, ils étaient ensemble au lycée et après ils sont mariés. On va dire que c'est des cas qui sont rares. Mais sinon, on voit bien comment dire, c'est tout le temps cette peur de se dire est-ce qu'on va tomber sur le bon? Est-ce que je vais le trouver? Est-ce qu'il y a des possibilités de ne pas tomber sur son zivug, etc. Pourquoi c'est aussi dur? Et au niveau de la Parnassa, donc ça tout le monde le vit, surtout en Israël, en France aussi, mais on va dire qu'en Israël il y a un cran au-dessus, il n'y a pas tout ce qui est chômage et allocation familiale et des choses qui peuvent nous équilibrer et nous donner la tranquillité d'esprit. Tous les mois c'est une nouvelle surprise et on va voir comment ça marche, comment arriver à débloquer tout ça. Par rapport à la fête du septième jour de Pessah, l'ouverture de la mer Rouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On va raconter un petit peu l'histoire, on va se mettre dans le contexte. Là-bas, donc les Israël ils sortent d'Égypte. Ils savent pas ce qui se passe. Ils viennent de sortir d'Égypte. Ils étaient, encore il y a quelques heures, ils étaient chez eux, enfermés, en train de manger le Korban Pessah, donc l'agneau pascal qu'Hachem leur a ordonné de manger. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas s'ils devaient sortir d'Égypte ou pas. Pour eux, Hachem leur a dit jusqu'au matin, personne ne sort de chez soi. Surtout que Paro, il avait complètement annulé les négociations avec Moshe. Et bon, en plus, ils savaient très bien qu'il y avait jusqu'à 400 ans d'Égypte et tout. Ils étaient dans une situation où, d'un coup, Paro, il est arrivé, il leur a dit sortez. Il y a eu donc la mort des premiers-nés. Il les a renvoyés. Et à ce moment-là, ils sont retrouvés le lendemain, midi, Chatzot Yom. Ils se sont retrouvés tous les bénis Israël en train de sortir d'Égypte. On va où? On ne sait pas. On va au pays de nos pères, on va en Israël, c'est sûr. Mais quand, comment on va manger, comment on va se déplacer, aucune idée. Ils sont partis avec la Emouna et ils ont marché. Ils ont marché. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, là-bas, il les fait tourner dans le désert. C'est-à-dire qu'il ne les amène pas directement en Israël, il les amène vers le nord du désert. Et là-bas, ils tournent jusqu'à que Paro, il est convaincu qu'ils sont perdus. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont perdus dans le désert, et là, il arrive à convaincre ces hommes de se mettre à la poursuite des bénis Israël pour les ramener. Surtout qu'après 3 jours, ce que Moshe avait proposé à Paro, c'était de partir 3 jours. 3 jours on va servir notre Dieu et on revient. Et là, au bout de 3 jours, non seulement ils voient qu'ils ne reviennent pas, mais en plus ils sont perdus. Donc Paro il dit super, c'est le moment d'agir, surtout que Hachem il fait en sorte qu'ils se perdent devant l'idole qui s'appelle Baal Tsephon. Baal Tsephon c'était une des idoles, la dernière qui restait, que Hachem il n'avait pas détruit. Pourquoi? Pour pouvoir embrouiller les Égyptiens de se dire que il y a une idole, il y a un dieu en haut qui est plus fort que leur dieu. Eux ils pensaient que c'était une guerre de dieux. Ils savaient pas ils pensaient que bon, là en l'occurrence, on va dire que leur dieu il est dans une bonne passe, mais
nos dieux aussi sont forts. Et là, il voit effectivement qu'ils tournent en rond, comme si que devant l'idole de Baal Tséphon, comme si que c'est ce dieu-là qui les neutralise. Donc là, Paro, il fonce avec ses hommes, et les Israël, ils sont face à la mer Rouge, les Égyptiens derrière, le désert sur les côtés, et la mer devant eux. Il n'y a aucun échappatoire. Ils sont là en train de retourner vers Moshe. Qu'est-ce qu'on fait? Moshe lui-même, il ne sait pas ce qu'on fait. Il est là, en train de prier vers Hachem. Les Bnei Israël, ils suivent l'exemple, ils commencent à prier vers Hachem. Là-bas, la colonne de feu qui était devant, qui les guidait, elle se met derrière pour les protéger des Égyptiens. Les Égyptiens, ils sont en train d'envoyer des flèches et des lances, etc. Et on est dans une situation où les Bnei Israël, imaginez-vous, mettez-vous à la place des Bnei Israël à ce moment-là. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On sort d'Égypte. On se retrouve maintenant, imaginez-vous le traumatisme de voir ces Égyptiens-là. Pour eux, c'est leur bourreau, c'est ceux qui les ont fouettés matin, midi et soir. C'est ceux qui les ont insultés, c'est ceux qui les ont maltraités, c'est ceux qui ont pris leurs enfants et qui les ont jetés au Nil. Ils voient rien que de voir leur visage, ils sont tétanisés, ils ne peuvent plus rien faire. Ils se retournent vers Moshe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moshe, il vient, il leur dit, j'ai pas de réponse, je sais pas. Il se retourne vers Hachem, il commence à prier. Écoutez bien la réponse d'Hachem. Hachem, il lui dit, Matitsa Kelai, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries vers moi? Daber el Béni Israël, Veisaou, parle au Béni Israël, et dis-leur d'avancer. Alors là, imaginez-vous, essayez d'analyser la réponse d'Hachem à Moshe. Ça ne sert à rien de prier, je vous le fais avec notre langage. Arrêtez de prier là, vous êtes en train de crier à mes oreilles là, ça ne sert à rien. Avancez, et dis au Béni Israël d'avancer. Alors Moshe il se retourne vers les Béni Israël, il leur dit, bon, calmez-vous tout le monde là, ok, on ne va pas se battre, on ne va pas fuir, on doit avancer. Voilà, il ne faut pas prier, il faut avancer. Maintenant ils se regardent tous, et ils voient la mer devant eux, ils voient des vagues comme ça immenses, ils sont avec leurs femmes, leurs enfants, des petits bébés, leurs affaires, ils avec des sacs. Imaginez-vous, le mec il est avec sa valise, il est avec ses gosses qui sont dans des poussettes et des machins, on te dit vas-y, avance, dans la mer. Mais tu rigoles quoi? Mais c'est... ils n'avaient pas le scénario que nous on fait les malins parce qu'on connaît le scénario. Mais mettez-vous à leur place, ici ils sont là, ils regardent Moshe, ils se regardent tous. Bon, Hachem dit d'avancer, c'est qu'il faut avancer. Et là, le Midrash il dit que jusqu'au matin, ils n'ont pas avancé. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une nuit où les Bnei Israël ils sont posés devant la mer Rouge, protégés par Hachem qui les sépare des Égyptiens, et ils sont en train de se regarder, de se dire mais comment faire là ce qu'Hachem est en train de nous demander de faire là? Comment on avance là? L'ordre d'Hachem, c'est d'avancer. Donc comment on fait? Ils ont compris qu'Hachem ici, il voulait faire intervenir la Emouna. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui se passait en fait. Pourquoi Hachem il a demandé ça, hein. Dans les mondes d'en haut, il y a un tribunal céleste qui s'est organisé. Il y a une accusation contre les Bnei Israël. Là-bas, le Satan il s'est levé. Et il a dit Hachem, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas là. Tu veux tuer les Égyptiens? Parce que le Satan il avait très bien compris ce qu'Hachem voulait faire. Écoutez bien le scénario. Le scénario il était comme ça. Tout ce qu'Hachem fait, c'est mesure pour mesure. Tu touches aux enfants d'Hachem. Hachem, celui qui touche un cheveu d'un Ben Israël, il peut être sûr que quand il va lui montrer qu'il n'aurait pas dû faire ça. Maintenant, ici, ils ont pris les enfants des Ben Israël, ils les ont jetés dans le Nil. Pourquoi ils ont fait ça? Paro, c'était un sorcier. Le Harizal, il dit que c'était un très très grand sorcier, il savait exactement comment le Dieu des Ben Israël il fonctionne. Leur Dieu, c'est mesure pour mesure. Il a trouvé une solution de façon à neutraliser Hachem. Comment? Si jamais on prend les enfants et on les jette dans le Nil, okay, donc Hachem va devoir nous tuer par l'intermédiaire de l'eau. Or, il a promis à Noach qu'il ne punirait plus une nation par l'eau. Le monde là-bas, à la fin du Maboul, il a promis à Noach, il lui a dit t'inquiète pas, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Maintenant, Paro, il se dit quoi? Donc maintenant, si on arrive à tuer les Bnei Israël, leurs enfants, dans l'eau, dans les jetant dans le Nil, Hachem il va devoir nous tuer par le Nil, par l'eau. Et ça, il a promis à Noach qu'il ne pourrait plus détruire le monde par l'eau. Donc ici, on est tranquille. On est tranquille parce qu'Hachem il va devoir faire quelque chose qui n'est pas dans ses caractéristiques. Et ça, ils ont trouvé la parade. C'est quoi l'astuce? C'est qu'Hachem il les a embrouillés de façon à leur ouvrir la mer et que eux ils rentrent dans la mer. Hachem dit moi je ne vous ai pas tué. Moi j'ai refermé la mer sur vous. C'est vous-même qui êtes rentré dans l'eau. Tout le stratagème qu'il y a eu là-bas, c'était de montrer à Paro, vas-y fonce, rentre dans l'eau. Et lui il était sûr que leur Dieu était neutralisé parce qu'il avait la promesse que l'eau n'allait pas les tuer. Et en plus il a vu qu'ils se sont embrouillés dans le désert. Donc là,
L'accusation, elle était qu'Hachem, il devait les, faire les punir par l'eau. Le Satan, il vient, il dit à Hachem, il dit, attends, pourquoi tu veux les punir? Je comprends pas. Parce que c'est des idolâtres. Mais tes enfants aussi, c'est des idolâtres. Ils ont quoi comme mérite? Tu peux m'expliquer, Hachem? Hachem, il dit, ils ont fait le Dam Mila et le Dam Pessah. Ces deux sangs-là, le Korban Pessah et la Mila qu'ils ont fait, ça leur suffit pour sortir. Très bien, pour sortir d'Égypte. Mais pourquoi tu veux les délivrer maintenant de la mer? Non, ça c'est différent. Alors soit tu sauves tout le monde, ok, parce que c'est des idolâtres, soit tu sauves personne. Hachem il a dit au Satan, très bien, bonne remarque. Il dit donc, il dit à Moshe, écoute, les prières, elles ne sont pas passées. Sachez que quand on fait des prières, les prières elles sont filtrées. C'est-à-dire on ouvre le dossier, on voit est-ce que la prière elle est méritée d'être acceptée ou pas. On voit tout ce que la personne a fait, on ouvre le dossier. Alors c'est pas qu'il faut pas prier parce qu'on ne mérite pas. Il faut prier parce que on va dire que les prières elles sont mises en stand-by jusqu'à qu'il y ait une prière qui passe et elle passe avec toutes les tfilotes. Ok, maintenant c'est pour ça qu'on va voir des tzadikim, qu'eux ils ont plein de mérites. Et là-bas ils rentrent, ils nous font passer les tfilotes pour nous. Ok, maintenant ici la prière d'Israël elle était bloquée. Hachem qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il vient lui faire un petit clin d'œil, il dit écoute, arrête de crier, arrêtez de prier. Vos prières elles sont comme des cris maintenant, ça ne sert plus à rien. Dis au Bnei Israël d'avancer. Maintenant, utilisez la carte de la Emouna. La carte de la Emouna, c'est ce qui est plus fort que la carte de la Tfila. La prière et la Emouna, il faut savoir que la Emouna, c'est au-dessus de la prière. Parce que la Emouna, elle ne dépend pas de nos mérites. La prière, elle dépend de nos mérites. Ok, elle dépend de la façon dont on prie, avec le cœur, etc. La Emouna, elle dépend d'aucun mérite. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai la Emouna, que Akadosh Baruch Hu peut m'aider, même si je suis le plus grand des rachats, même si ce que je veux faire, c'est quelque chose de mauvais, j'ai envie de cambrioler une banque, et je vais finir le livre de Tehillim, et je vais partir serein qu'Akadosh Baruch Hu va m'aider, Akadosh Baruch Hu il m'aide. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de mes mérites. La Emouna, elle dépend d'aucun mérite. La Emouna, c'est ce qui va me permettre de me jeter dans les bras d'Hachem, en disant Hachem, j'ai que toi, je me mets entre tes mains. Et ça, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il craque. Quand il voit un juif qui se remplit d'Emouna, et le cœur pur, il se met dans les bras d'Hachem, il fait confiance à Hachem, à ce moment-là, c'est terminé. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui prend les commandes, et quand Akadosh Baruch Hu il prend les commandes, il n'y a plus besoin de chercher c'est quoi le scénario, etc. Là, en l'occurrence, c'était ça le problème. Ils n'avaient pas le scénario entre les mains. Ils sont devant la mer Rouge. Comment on va faire? Il va nous faire, il va nous envoyer des baleines pour nous porter. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ici, tu n'as pas besoin du scénario. N'aie pas peur. Quand tu n'as pas le scénario, dis-toi, jette-toi dans les bras d'Hachem. Hachem, j'ai confiance que le futur, il sera bon. J'ai confiance que ça va bien se passer maintenant. La suite des événements, elle va bien se passer. Là, tout de suite, à l'instant T, c'est... Comment dire? À l'instant T, c'est impossible. Impossible de savoir comment faire. J'ai pas le scénario. Je me sens désespéré. Cet instant T-là, il y a un désespoir. Et c'est là que je dois me remplir de Emouna. En me disant, le futur, il est entre les mains d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est Tova, c'est pour le bien. Cette situation, c'est qui l'a créée? C'est lui-même. Donc c'est sûr qu'il y a une solution. Laquelle? J'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. Je veux même pas savoir quel est le scénario. C'est ça notre problème. Des fois, on veut savoir comment. Non, je sais que ça va bien se passer. Je sais que ça va être la meilleure des choses pour moi. À partir du moment où une personne, elle se remplit de sérénité, parce qu'elle se dit que le futur, il sera bon, le futur, il sera bon. Quand la beauté Arba Hashem, Chesed et Soveno, tout celui qui a confiance en Hashem, le Chesed, il entoure. C'est-à-dire qu'il y a une bulle autour de lui. Il est imbattable. Imbattable. Il a aucune crainte. Exactement, c'est comme ça. J'avais ramené un jour une image, mais si vous vous rappelez du dessin animé d'Aladin, ok, dans Disney, là-bas, quand Aladin, il propose à la princesse Jasmine de l'accompagner sur son tapis volant. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ok. Là-bas, hein, elle est là. Attends, tu vas où là? Ah, c'est un tapis qui vole. Tu t'imagines si c'est pas un sort, maintenant un sortilège, qui va s'arrêter en plein vol et tu vas t'éclater là-bas sur une dune dans le désert. Elle vient et lui dit, est-ce que tu as confiance en moi? Il lui tend la main. Il y a un petit temps d'arrêt. Et elle prend la main, elle monte. D'accord. Et elle suit là-bas, ok, ce rêve bleu, etc. On connaît. Akadosh Baruch Hu, il nous dit exactement pareil. Il est Avdil, hein. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, on est là, on ne sait pas quoi faire. Akadosh Baruch Hu, il tend sa main et il dit, est-ce que tu as confiance en moi, mon fils? Tu as confiance en moi? Et nous, on a juste à prendre la main d'Hachem. Dire Hachem, il n'y a pas de problème. Knesset Israël, c'est la princesse d'Hachem, ok.
Mais c'est exactement le même cas. Quand tu montes dans un avion, là-bas, tu fais confiance au pilote. T'as vu son diplôme? T'as pas vu son diplôme? T'as vu si tout va bien, s'il est en bonne santé, à savoir, il a peut-être, je sais pas, ils ont fait un petit pot là-bas dans l'hôtel avec le copilote, etc. Ils ont fini une bouteille de whisky, il va prendre le vol maintenant. Tu sais pas? Regarde, renseigne-toi. On rentre détente, le mec il met ses lunettes comme ça, là, tranquille, il commence à taper une sieste. Attends, mais vérifie, on sait jamais, tu sais ce qui se passe si jamais il y a une fausse manœuvre. Non, on fait confiance. Akadosh Baruch Hu, c'est le pilote de ce monde. Ce monde-là, il est parfait. Regardez bien, analysez, regardez comment chaque chose est à sa place, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est comme ça qu'on se remplit des moulins. Quand on analyse ce monde-là, et on se dit 2 secondes, est-ce qu'un lion, il a sa parnassa? Est-ce qu'une vache là-bas, il a sa parnassa? Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais de poser de questions. Eux, ils ont confiance en Hachem. Nous, on se pose trop de questions, donc on se déconnecte d'Hachem et on se connecte à ce monde-là. Si tu ne travailles pas là-bas, tu n'auras pas de parnassa. Si tu ne travailles pas tant d'heures, tu n'auras pas de parnassa. Si tu ne fais pas tel et tel métier, tu n'auras pas de parnassa. Si tu ne fais pas tel et tel truc, tu ne pourras pas te marier. Si tu as 34 ans, c'est terminé. Si tu as comme ça, c'est truc. Si tu... Arrête de te connecter à ce monde-là. Regarde ce monde-là, regarde la vache. Les vaches là-bas, elles ne se posent pas de questions. J'aurai ma parnassa, point. Et regardez, moins elles se posent de questions, plus elles ont de la parnassa. Regardez les vaches là-bas en Suisse, des pâturages là-bas énormes. Pourquoi? Elles sont détentes. Et nous, on se pose des questions, on n'a pas de parnassa. Il faut maintenant prendre la main d'Hachem et se remplir des mounas, de se dire, Akadosh Baruch Hu, il va me donner tous mes besoins. Maintenant, il faut savoir que la parnassa et le zivoug, elles dépendent des srouyot. Ça dépend de nos mérites. Il y a marqué comme ça que En mezavgim la dame, les fils et là les fils ruyotav. On ne donne le zivoug à une personne que selon son mérite. Ça veut dire que, en fait, j'ai plusieurs zivougs, ok. Selon mes mérites, on me donne le zivoug qui me correspond. Mais c'est pas mon vrai zivoug, c'est un zivoug comment dire, temporaire. Hachem il donne une force que ça marche. Mais c'est pas mon zivoug. Mon vrai zivoug, c'est selon mes vrais mérites. Là, on me donne celui ou celle qui va m'accompagner dans cette vie-là, qui va m'amener qui va me rendre heureux dans ce monde-là et dans le monde futur. Ça, c'est le vrai zivoug. Okay, ça dépend de quoi? De mes actes. Parce que si je suis pas au niveau, je pourrais pas me marier avec cette femme qui est celle qui va être mon copilote. Pareil, si je suis pas au niveau, je ne suis pas de sanoua comme il faut, etc. Je n'ai pas rencontré l'homme qui va me permettre de me rapprocher d'Hachem, avec qui je vais pouvoir m'épanouir au niveau spirituel, au niveau matériel. Mais si j'ai la Emouna, j'utilise plus les mérites. C'est une autre carte. C'est la carte qui est au-dessus de la nature, au-dessus des mérites. La Parnassa, c'est pareil. La Parnassa, c'est le système qu'Hachem a choisi pour nous faire réparer nos avérotes. Or, si j'ai plein d'avérotes, donc je ne vais pas réussir dans ma Parnassa. Mais si j'utilise la Emouna, il n'y a pas besoin de Parnassa, de mérite. Il n'y a pas besoin de mérite. Une personne avec la Emouna, elle peut débloquer n'importe quelle somme. Maintenant, il faut avoir la Emouna de se dire que Kadosh Baruch Hu, il est capable de donner ça, même si je ne mérite pas. Revenons à notre histoire de la mer Rouge. Là-bas, ils sont devant la mer Rouge, donc Hachem, il fait un clin d'œil à Moshe, écoute, laisse tomber la tefila, utilise la carte de la Emouna. La carte de la Emouna, c'est ça qui va t'aider à passer. Alors comment on fait? Ok, d'accord, la carte de la Emouna, mais comment on fait? Il lui dit avance. Comment ça avance? Hachem, il leur met dans une situation, vous n'allez pas avoir de scénario, mais faites avancer comme si qu'il y a un scénario, comme si que tout ce qui va se passer, ce sera bien. Effectivement, au petit matin, Narshon ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda, lui-même, il prend les responsabilités. Il dit j'y vais en premier. Ok, il faut avancer, je vais le faire. Maintenant, il faut qu'il le fasse avec la Emouna que ça va bien se passer. À partir du moment où tu commences à t'inquiéter, comment je vais faire? C'est que tu n'es plus connecté avec Hachem. Tu n'es plus dans la Emouna. Comprenez? Ici, la situation, elle est de ne pas se déconnecter d'Hachem. De se dire, Akadosh Baruch Hu, il va m'aider coûte que coûte. Il m'a dit d'avancer, j'ai pas peur, j'avance. Il m'a dit que je vais me marier, que je vais me trouver, et je trouve mon zivoug, parce qu'avant de m'envoyer dans ce monde-là, il a séparé ma neshama en deux. Un côté femme, un côté homme. C'est-à-dire qu'on va se retrouver. Il n'y a pas, on se retrouve. Si tu veux rentrer dans les règles de ce monde-là, tu rentres dans les mérites, on ne sait pas si tu vas retrouver ton zivoug. Si tu es avec Hachem, je vais me marier avec mon zivoug, j'ai pas peur. Coûte que coûte, tant que tu es connecté à ça, et le Yetzirah, il va te mettre des épreuves pour te déconnecter de ça. Il va te montrer, chidour après chidour, que ça ne marche pas. Il ne faut jamais désespérer. Parce qu'à partir du moment où tu désespères, c'est le moment où tu te déconnectes de la Emouna. Pareil, la Parnassa. Mais comment je vais faire comme ça? J'ai 4 gosses, 5 gosses, j'ai une maison à payer, j'ai perdu mon job avec le corona, avec le Covid, comment je fais maintenant? À partir du moment où tu te déconnectes, tu as le droit de te poser ces questions-là. Tu as le droit d'avoir cette période dure où tu ne sais pas quoi faire.
Mais si je te pose la question, quoi, Hachem il s'est trompé? Quoi, Hachem il peut pas t'aider? Bah ça va être dur, comment il va m'aider? Tu vois, tu es en train de chercher le scénario. Ton erreur, elle est que tu n'as pas le scénario, donc tu désespères. Oublie les scénarios. Hachem, il va m'aider, point. Comment? On n'en a rien à battre. Ici, j'ai confiance, je ne désespère pas. À partir du moment où tu as confiance, c'est bon, tu es encore dans la Emouna, et là, crois-moi que le scénario, tu vas pas savoir d'où il va venir. Généralement, c'est là où on a le moins, là où on a le moins espéré, c'est là-bas que ça vient. Là, on a espéré, ça capote, et là, on a le moins espéré d'un coup un mec qui vient de nulle part, il te propose le job qui va te sortir de là où tu es. Donc l'histoire elle est comme ça. Narshon Ben Aminadav, lui il vient. Yehuda, c'était la tribu de Yehuda, celui qui prenait la responsabilité. Lui, il a peur de rien. Lui, il est avec Hachem, c'est dur, c'est pas dur, je prends mes responsabilités. J'ai pas peur de la difficulté, il a levé ses manches, et c'est le premier qui a foncé. Il commence à courir de toutes ses forces vers la mer. Imaginez-vous la scène maintenant, il y a les Israéliens qui sont comme ça, au petit lueur du matin. D'un coup, Narshon Ben Aminadav, après s'être concerté avec les chefs des tribus, il dit ok j'y vais. Il part, il fonce. Maintenant il part en courant parce qu'il veut pas réfléchir. Si tu commences à réfléchir, attends, comment on va faire? Ok, au pire, je vais taper une nage comme ça sur le dos, je vais me mettre en mode. Là, oublie, fonce. Il commence à foncer. Il commence à courir. Il court, il court, il court, il court. Maintenant, toute la tribu de Yehuda derrière lui, elle se lève et elle commence à courir. Imaginez où il y a un qui court comme ça, tout seul. Derrière, il y a toute cette tribu qui court avec lui. Maintenant, le Ham Israël, il voit la tribu de Yehuda courir. Tout le Ham Israël, il court derrière eux. C'est-à-dire qu'il y a derrière les 11 tribus qui restent, qui courent. C'est-à-dire il y a trois parties. Il y a Narshon Ben Aminadav en premier, la tribu de Yehuda, et le reste du Ham Israël derrière, en train de foncer vers la mer. Dedans, il y a la tombe de Yosef Hatzadik, avec eux, que lui, il a des srouillottes. Yosef, il a des mérites. Il amène avec eux. Tout l'Am Israël est en train de courir dans l'eau. Imaginez-vous la scène. Les Égyptiens, ils sont derrière. Ils sont avec leurs jumelles comme ça. Ils ont perdu la tête, là. C'est un suicide général, un suicide collectif. Les pauvres, bon, ils nous font dire la moitié du travail. Donc, et ils foncent comme ça tous. Imaginez-vous, Narshon il rentre dans la mer comme ça. Donc au début il est à pied. Il avance, il avance, il avance. Il n'y a rien. L'eau elle arrive jusqu'à ses narines. L'eau elle rentre dans ses narines. Et là-bas il lève les yeux vers le ciel, il dit Ribono Shalom, Igiu Maïmad Nafesh. L'eau elle est arrivée jusqu'à Maneshama. Genre, ok, je t'écoute, je fais ce que tu veux, etc. Je perds pas la Emouna. Mais je vais mourir maintenant, je vais me noyer. Genre, j'ai fait tous. Voilà, alors c'est ça le scénario. Tu veux que je meure noyé, tu veux qu'on meure comme ça noyé? Tous, il n'y a pas de problème. Ici, Narshon Ben Aminadav, à aucun moment il a perdu la Emouna. Même quand l'eau elle arrivait à le noyer, il n'a pas perdu la Emouna. Et derrière lui, en parallèle, au même moment où il fait cette prière-là, la tombe de Yosef elle arrive, et là-bas la mer elle a eu peur, l'ange de la mer là-bas, il s'est tout de suite retiré, et la mer elle s'est ouverte. C'est-à-dire que, imaginez-vous, la mer elle s'est ouverte au niveau des narines, comme ça, c'est monté, au moment où il allait se noyer, l'eau elle est sortie, et de ses narines elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte là-bas, et là-bas il y a eu 50 miracles. Le sol il est devenu carrelé, il y a eu des arbres qui ont poussé, des arbres fruitiers. Là-bas l'eau, alors il y avait 13, elle s'est pas ouverte en deux, elle s'est ouverte en 13 parties. Ok, il voyait les poissons là-bas. L'eau, elle est montée jusqu'au ciel. C'est-à-dire l'eau, elle est montée jusqu'au ciel. Et là-bas, il y a un avis qui dit que l'eau, elle ne s'est pas ouverte d'une extrémité à l'autre. Elle s'est ouverte, déjà il faut savoir qu'elle s'est pas ouverte, elle s'est ouverte en arc de cercle. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés pour revenir au même endroit. C'était juste pour noyer les Égyptiens, ça. L'eau, elle s'ouvre, et imaginez-vous que, donc c'est Narshon Ben Aminadav qui est en premier, l'eau, elle s'ouvre, il fait un pas, elle s'ouvre encore. Un pas, elle s'ouvre encore. C'est-à-dire qu'ici, il avait tout le temps la Emouna. Tout le temps la Emouna de se dire comment je vais faire maintenant. Elle va continuer à s'ouvrir ou pas? Oui, elle continue à s'ouvrir. Et comme ça, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils étaient tranquilles là-bas. Ils étaient avec un travail de Emouna constant, de rester avec Hachem, de se dire qu'Hachem il nous aide. Quand une personne, elle fait ça, elle n'a rien à craindre. Ça, c'est l'histoire de nos pères. Cette histoire-là nous accompagne. Tous les ans, on doit revivre cette histoire-là le 7e jour de Pessah. Pourquoi? Pour nous donner des forces toute l'année. Pour arriver à faire cette ouverture de la mer Rouge personnelle qui va m'aider donc dans tous les domaines, mais surtout dans la Parnassa et le Zivouk. La Parnassa et le Zivouk, c'est exactement le même scénario. La personne, elle dit comment je vais faire pour me marier? Comment je vais faire pour m'enrichir? Comment je vais faire pour gagner le minimum? Je ne demande pas de m'enrichir le minimum.
Mais même s'enrichir, une personne, elle peut demander avec la Emouna. Et là, tu arrives devant la mer Rouge. Tu es là, Hachem, il te dit, allez, avance. Comment ça avance, Hachem? J'ai personne à mes côtés. Tu veux que je me marie, mais je fais comment? Comment tu veux que je réussisse? Hachem, il y a le Covid maintenant. Je te rappelle, c'est toi qui as envoyé le Covid-19, ok? Donc tu sais très bien les résultats, les conséquences. Il n'y a plus de parnassin, plus rien. Confinement sur confinement, je fais comment maintenant? J'ai rien à faire, je peux rien faire. Là, on est face à la mer Rouge. Ici, mes yeux, ils vont me montrer un scénario. Et là, j'ai deux solutions. J'ai deux chemins qui s'ouvrent à moi. Ou j'ai la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu, il va m'aider dans mon futur. Dans quel scénario? J'en ai rien à battre. J'ai confiance en toi, Hachem. Le futur, il va bien se passer. Si tu as du mal, si tu es angoissé, mets un petit peu de musique, sors un petit whisky, et je sais pas, ce que tu aimes, et tu danses avec ta femme et tes enfants. Et là-bas, pourquoi? Parce que tu es persuadé que le futur, il sera bon. Et tu montres à Hachem. Tu montres à Hachem comment? Tu dis Hachem, comme si maintenant tu viens d'apprendre que tu vas gagner au loto. Tu mets la musique, tu danses. Pourquoi? Parce que l'obscurité qu'il y a devant toi, c'est juste un écran. Si tu arrives dans ta pensée, à te dire que le futur, il sera meilleur, cet écran-là, il tombe. Parce que là, tu as fait intervenir Hachem. Cet écran-là que tu as, c'est parce que tu es connecté à ce monde-là. Tu es connecté à, comment dire, on est connecté à ce que ce monde, il m'apporte. Comment dire, est-ce que ce médecin il va m'aider? Non, il faut que je prenne ce professeur-là. Tu vois, tu es en train de te connecter à ce monde-là. Il me faut tel avocat. On a besoin d'utiliser ce monde. Mais ne croyez pas que c'est ce monde-là qui fait les choses. C'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui guérit. C'est Hachem qui enrichit. C'est Hachem qui appauvrit. C'est Hachem qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Comment dire, maintenant, qui Hachem il utilise? Hachem il utilise l'avocat ou le professeur selon ce que j'ai comme émouna. Il ne veut pas faire de miracle, Hachem. Si ma émouna est que c'est tel professeur qui va me guérir et pas tel médecin, donc Hachem il va être là-bas dans ce professeur. Mais c'est pas lui. C'est parce que moi j'ai cru en ce professeur. Donc Hachem ne pouvait pas me faire un miracle que c'est le petit médicament là, j'ai vu une vidéo par hasard sur YouTube, hop, c'est un médicament et c'est bon, je suis guéri. Non, un petit truc comme ça, un truc de grand-mère comme ça. Donc ici, c'est clair qu'il faut se connecter. Il faut se connecter à Hachem. Et cet écran que j'ai, c'est pas un écran, c'est juste que je suis connecté à ce monde-là. Il faut que j'arrive à me déconnecter. Donc toutes les sources qu'on ramène dans ce cours-là, ils viennent du Me'am Loez. Le livre Le Me'am Loez, là-bas, il ramène tous les Midrashim. C'est un recueil de tous les Midrashim. Et là-bas, il ramène les 50 miracles qu'il y a eu là-bas, dont l'un des miracles, c'était les arbres fruitiers qui poussaient. Avec des fruits. Ils ont poussé d'un coup comme ça. Là-bas, ils mangeaient les fruits comme ça pour passer le truc avec une ambiance sympathique. Maintenant, donc, il y a deux chemins qui s'offrent à moi. Ou je prends la main d'Hachem, ok, et je me connecte avec lui, ou je désespère. Maintenant, je rentre dans une dépression, parce que je me dis, mais comment je vais faire maintenant? Comment je vais réussir? Et ça, c'est le carrefour. On arrive à ce carrefour-là, il y a le test de la Emouna. À ce moment-là, tout le monde, chaque personne qui est dans une épreuve, elle arrive à ce point le plus bas de l'épreuve, où tout redémarre. Là, le Yitzhara, c'est là qu'il veut qu'on éteint le moteur et qu'on sorte de la voiture. Il veut nous faire... Là, si on avance maintenant, on arrive à la délivrance. Mais le Yitzhara, il veut nous faire un scénario où nous-mêmes on abandonne, nous-mêmes on désespère. Il y avait comme ça une fille, il y a quelques années, une histoire avec une petite fille. Sa mère, elle a envoyé acheter, elle avait une sortie avec 12 ans, la petite fille. Elle avait une sortie d'école avec donc sa classe. Et elle voulait acheter des bonbons, des chocolats, des trucs pour la sortie. Donc elle a dit à sa mère, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour acheter des petits trucs au supermarché? Sa mère, elle lui a donné une somme, elle lui a donné 50 shekels. Et elle lui a dit, vas-y. Elle est partie. Là-bas, elle voit, à l'entrée de l'épicerie, elle voit une petite fille en train de pleurer. Elle s'arrête, lui dit, mais pourquoi tu pleures? Elle pleure. Elle lui dit, explique-moi, je peux t'aider peut-être. Elle dit, non, laisse tomber tout. Alors, elle lui dit, dis-moi quand même. Bon, alors la petite fille, elle sèche ses larmes, elle lui dit, écoute, ma mère m'a donné de l'argent pour acheter du pain et du lait pour moi et mes frères. On n'a pas d'argent, on n'a pas beaucoup d'argent, et j'ai perdu l'argent.
Donc maintenant, je sais pas comment je vais revenir chez moi, j'ai peur que ma mère, elle me gronde, etc. Et elle commence à continuer à pleurer, etc. La petite fille, elle dit, c'est quoi le problème? Elle lui sort les 50 shekels, elle lui dit, tiens, prends, voilà, achète ce que tu as besoin. Je dis, mais quoi, t'es sûr, t'as pas besoin? Non, j'ai pas besoin, c'était pour des trucs en plus que je devais acheter, mais on n'a pas besoin. Ah, elle est super contente, elle prend les 50 shekels et tout, et elle achète ce qu'elle a besoin. Maintenant, elle dit, comment je vais faire? Je vais revenir. Ma mère, elle voit que mon sac à dos, il est vide. Elle a pris du papier journal, elle a rentré dans son sac à dos, et elle est rentrée chez elle. Alors sa mère, elle rentre, elle voit sa fille rentrer, elle lui dit, alors, qu'est-ce que t'as acheté? Non, rien, des petits trucs à grignoter, quoi. Elle dit, montre-moi, j'en suis sûr que t'as pris encore des trucs plein de chocolat. Non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Et la mère, elle voit que la fille, elle s'esquive. Elle dit, viens ici, donne-moi ton sac à dos. Elle regarde, elle ouvre le sac à dos, et elle voit du papier journal. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et il est où l'argent? Non, elle a eu honte de dire à sa mère, maman, j'ai tout donné à une fille. Mais quoi? Elle s'est dit, ma mère, elle va me massacrer. Pourquoi je te donne de l'argent, tu distribues? Mais dans sa mère, elle aurait bien pris le truc parce que elle a fait un chesed immense. Elle lui dit, non, non, je sais pas, machin, etc. Bon, elle voit maintenant, la mère, elle perd le contrôle. Elle voit que sa fille, elle n'arrête pas de lui mentir. Elle lui envoie une claque. Tard. Elle lui dit, j'en ai marre que tu me mentes. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu me dis pas la vérité, etc. T'as fait quoi de l'argent? Pourquoi t'as pas acheté? Pourquoi tu mets du journal dans ton truc? La pauvre, elle prend la claque, elle commence à fondre en larmes et elle s'en va. Elle sort de la maison. Euh, Maintenant, elle avait son bus qui venait la chercher dans l'arrêt du bus à une heure précise. La mère, elle voit, elle dit, ah, je ne vais même pas dit au revoir. Elle est partie directement au truc. Bon, elle a pris son sac à dos et tout. Et la petite, elle voit, elle est devant le bus. Elle est devant l'arrêt du bus. Et elle voit elle est en train de sécher ses larmes. Elle a le visage tout rouge. Elle dit, je vais monter comme ça, mes copines elles vont me voir, elles vont... la honte quoi. Donc elle est partie dans un coin, elle a sorti un mouchoir, elle a commencé à s'essuyer les larmes. Entre temps, le bus il arrive, il voit qu'il n'y a personne, il continue. Elle sort, elle n'a pas fait attention, elle sort, elle commence à crier de toutes ses forces, à courir derrière le bus. Et le bus il part. Elle dit non, c'est pas possible. Ouais, mais ma mère va me tuer. Comment je vais faire? J'ai raté le bus en plus, j'ai raté la sortie. Imaginez-vous l'instant de détresse maintenant. Mais comment je vais faire? Je peux pas rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans un parc et elle fait de la balançoire. Elle se dit bon, je vais attendre jusqu'à temps que je vais avoir le cran de rentrer chez moi. Sa mère, elle va faire des courses. Et là-bas, elle va acheter des cigarettes, je sais pas, elle voit là-bas info spéciale, un bus renversé par un train, l'eau nous. Là-bas, elle voit de telle école, tel truc. Elle commence à pousser un cri. Elle comprend que c'est l'école de sa fille. Donc c'est sa fille. Ce bus, c'est le bus de sa fille. Elle commence à pousser un cri là-bas dans le bureau de tabac. Les gens ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Ma fille, elle commence à sortir, mais t'inquiète pas, machin. Qui te dit que c'est ça? Non, non. Elle commence à c'est l'école, il n'y a qu'une classe qui sortait. Elle commence à crier, je ne lui ai même pas dit au revoir, etc. Elle appelle la police. La police dit écoutez madame, à ce stade on ne sait pas qui, Rabbi Shalom. Il y a eu des morts malheureusement. Il y a eu beaucoup de blessés. On sait pas, on pourra pas vous dire si votre fille elle fait partie de ça. Elle rentre chez elle en pleurs, elle tremble de peur qu'on va lui annoncer la nouvelle. Ta fille elle est... Et d'un coup elle entend taper à la porte. Elle voit sa fille comme ça, revenir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es pas dans le bus? Sa fille elle dit, oh là, je vais prendre une deuxième claque je crois. Il dit, maman laisse-moi t'expliquer. Et elle apprend dans ses bras sa mère. Ma fille, machin, etc. T'es vivante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es montée dans le bus? Tu sais même pas quel miracle il y a eu maintenant. Le bus s'est renversé. Il y a plein de filles qui sont blessées, etc. Et elle lui explique tout, sa fille. Elle dit, maman, j'ai donné la tzedaka à une fille. Tzedaka tatsim imavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Peut-être que cette fille-là, elle aurait dû être là-bas. Peut-être qu'elle aurait dû mourir, Chas Shalom. La tzedaka qu'elle a fait juste avant, elle a sauvé de la mort. Maintenant, je vous pose la question. Le moment, le test de la Emouna, il est où? Quand elle est dans sa balançoire, déprimée, en train de se dire, mais pourquoi? J'ai fait du chesed. J'ai fait ce qu'il faut. Je sais pas, pourquoi Hachem me fait ça? Bon, elle ne s'est pas forcément posé la question. Mais ici, une personne à sa place, elle aurait dit, mais pourquoi? Mais j'ai envie, c'est quoi? J'ai envie de prendre ma kippa, la jeter par terre. J'ai envie de prendre je sais pas, les gens, quand ils sont dans ces situations-là, ils ont envie de tout arrêter. Et elle a continué, et Hachem lui a montré juste derrière ce qui allait se passer. Le Yitzhara, il voulait la faire basculer. Et juste après, Akadosh Baruch Hu lui a montré le scénario. Le scénario, on l'a pas des fois. Des fois on l'a, des fois on l'a pas. Des fois on ne sait pas pourquoi Hachem a fait ça. Mais c'est clair que cette épreuve-là, elle m'a évité peut-être des choses pires, des hospitalisations.
des blessés. Des fois, un petit problème de parnassa, on ne sait pas ce que ça m'enlève. Ici, quoi qu'il en soit, désespère pas. Reste connecté. C'est ça ce qu'il a fait Narshan Ben Aminadav. Il est rentré dans la mer. Il est rentré dans la mer en se disant, le scénario, je ne l'ai pas, mais j'ai confiance en toi, Hachem. Je ne perds pas la confiance. Et le fait que je cours maintenant vers la mer, ça montre par là que j'ai confiance en toi. Donc ici, c'est comme ça qu'on doit réagir. On n'a pas le scénario, c'est pas grave. N'aie pas peur. La Emouna, elle est au-dessus de ce que tes yeux ils voient. Quand le cerveau il s'arrête, quand la logique elle s'arrête, c'est là que commence la Emouna. C'est au-dessus de la nature. Bien sûr, il ne faut pas être déséquilibré, il faut utiliser la nature. Mais utilise maintenant comment dire, utilise cette force qui est la Emouna, parce que tu peux tout débloquer. Avec ça, tu peux tout débloquer. Au niveau de la parnassa, comme ça, les gens, ça arrive souvent au niveau de la parnassa, parce que le scénario de la parnassa, on l'a pas. Comment je vais m'enrichir? Maintenant, posez à n'importe quelle personne. Comment tu as réussi à monter cette entreprise-là? Regardez les success stories. Comment les gens ils sont devenus riches? Comment ça a commencé? Vous allez voir que c'est des... J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ça, et j'ai commencé à ouvrir un stand comme ça, et j'ai ouvert ma société. Aujourd'hui, j'ai des stands, des sociétés partout dans le monde, etc. C'est des trucs comme ça, on a l'impression que c'est du hasard. C'est pas une science exacte la parnassa. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est des sciences exactes. Par exemple, quoi, la musculation. On te met un coach, on te dit, voilà, tu fais comme ça et comme ça, tu vas avoir tel muscle, tel truc, tu prends des protéines, tu fais ci et ça. Ok. La parnassa, tu fais telle et telle chose, tu vas réussir, on espère. Tu fais médecin, pas sûr que tu réussisses. Pas sûr que tu réussisses. Tu fais un diplôme, et généralement, les gens ils ont tendance à croire que quand tu fais un diplôme, tu réussis. C'est vrai. La nature, la plupart des gens, c'est comme ça, mais c'est pas une science exacte. Je connais quelqu'un, il a je sais pas combien de diplômes d'ingénieur. Ok, il est ingénieur en je sais pas combien de domaines. Il est au chômage. Pourquoi? Parce qu'il est surdiplômé. Vous vous rendez compte? Il est surdiplômé. Quand les mecs ils le voient là-bas, il va nous demander un salaire. Vaut mieux prendre un ingénieur normal que lui. Il va nous demander beaucoup plus. C'est normal, regarde combien de diplômes il a. Donc, pourquoi? Surdiplômé. Surdiplômé. On peut pas, au chômage. Et lui maintenant, il ne veut pas descendre de son arbre. Il reste au niveau où il est. Non, pourquoi je vais demander moins que ce que je mérite? Et donc, il est au chômage. Ça fait 4 mois. Et donc, vous vous rendez compte? Ici, là, pareil pour le Zivug. Le Zivug, c'est pas une science exacte. Demandez à n'importe quelle personne comment tu as rencontré ta femme, comment tu as rencontré ton mari. Vous allez avoir une histoire, mais un truc de fou. On était là-bas, un truc, machin, et là-bas on me présente, et je voulais pas aller sortir là-bas, je voulais pas aller là-bas, et finalement ma soeur m'a dit vas-y, viens quand même, etc. Des histoires de fous, des trucs, mais c'est toujours des histoires rocambolesques. Pourquoi? Parce que quand Hachem il décide maintenant que tu rencontres ta femme, alors à ce moment-là, elle peut se retrouver en Australie, et toi, je sais pas, aucun rapport. Tu prends un avion vers le Nigeria, tu vas la rencontrer là-bas. Vous allez dans la même escale, le même avion, le même truc, etc. Un truc de fou. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il faut savoir que c'est pas une science exacte. Tout ce que tu vas faire, dis-toi que tu fais ce qu'il faut faire. J'utilise la nature, mais Hachem, c'est toi qui m'aides. C'est toi qui m'aides, ça vient de toi. Et donc, maintenant, si j'ai pas le scénario, c'est pas grave. Laisse Hachem te guider. Toi, tu as confiance, c'est bon, tu as fait ton travail. Utilise maintenant les choses qu'on te propose. Fais quand même ce que tu aimes, fais ce que tu as besoin de faire dans ce qu'Hachem il te donne comme arme. T'as un diplôme comme ça, alors fonce. T'aimes la musique, je sais pas, vas-y fonce. T'aimes quoi? Qu'est-ce que t'aimes? Tu veux quoi? Il y a quelque chose qui te plaît? Vas-y, lance-toi dans ça. Oui, mais ça gagne pas beaucoup. Mais tu vois, t'es connecté à ce monde-là. Avec Hachem, tout est possible. Tu peux sortir le mec qui est dans la musique, il va sortir une musique comme ça fait disque d'or et il devient millionnaire. Tu sais, toi, ce qui va se passer, tu fais une rencontre maintenant avec un mec et c'est terminé. Lance-toi, n'aie pas peur, aie confiance. Il y avait comme ça un Bachour Yeshiva, un étudiant à Yeshiva, lui, il a eu ce scénario-là. Il était comme ça, il a étudié 1 an, 2 ans à la Yeshiva. Il arrive maintenant, toute personne qui étudie à Yeshiva, il arrive à cette épreuve où on lui dit ok, mais comment tu vas amener à manger à ta femme et tes enfants? Ok, avec la Torah, on va pas réussir. Ok, tu vas devenir quoi? Kolelman? Arrête tes bêtises, machin, etc. Entre parenthèses, demandez à n'importe quel Kolelman comment il s'en sort. Il va vous dire c'est des miracles du matin au soir. Du matin au soir. Donc lui, il était tiraillé entre est-ce que je continue à étudier ou est-ce que je commence à apprendre un métier? Il faut apprendre un métier. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme un Spoutnik là, déconnecté de ce monde-là. Il faut être connecté avec ce monde-là, mais avec la Emouna. Avec la Emouna.
Tu peux être médecin et avoir l'aïmouna. Tu peux être aussi chanteur avec l'aïmouna. Tu peux être kollelman avec l'aïmouna. C'est un peu plus dur d'avoir l'aïmouna à ce niveau-là. Mais en tout cas, on t'a pas dit d'arriver à ce niveau-là, d'être complètement enfermé dans une caverne comme Rabbi Shimon Bar Yochai et attendre qu'Hachem t'amène les choses. Tu utilises ce monde-là comme il faut avec l'aïmouna et lui, il ne savait pas quoi faire. Il dit alors quoi, j'arrête maintenant ou je continue. Qu'est-ce que je fais? Il voyait qu'il n'arrivait pas l'épreuve était trop dure. Il a décidé de partir au Mexique. Pourquoi? Parce que ses parents ils sont divorcés et son père il habite au Mexique. Sa mère elle habite à Jérusalem. Son père c'est un Mexicain qui fait des affaires là-bas au Mexique. Donc il va faire une yeshiva au Mexique. Comme ça il est tranquille, loin de tout son entourage qui le colle au sol. Et là-bas il reprend une année de yeshiva dans une yeshiva au Mexique. Il arrive là-bas et bon, il est dans une pause, il fume une clope et d'un coup il y a quelqu'un qui lui tape à l'épaule. Donc lui dans sa tête, il a fait confiance à Hachem. Hachem, comment je vais faire? Je sais pas. Comment je vais faire pour subvenir aux besoins de ma famille? Comment je vais faire pour avoir une parnassa? Je sais pas. Moi, je continue à étudier la Torah. Je m'occupe de ton business, tu t'occupes du mien. D'accord? Il part avec la Emouna. Il part au Mexique. Là-bas, il y a un mec qui lui tape à l'épaule. Il dit, dis-moi, t'as des contacts en Israël, toi? Il lui dit, bah ouais, moi j'ai habité là-bas jusqu'à l'année dernière. Il dit, écoute, j'ai mon père, il est dans la police au Mexique. Ok? Il est haut placé là-bas. Il cherche un contact en Israël. Bon, je sais pas, je fais une ishtadlout, hein, je sais pas si c'est toi ou pas. Il cherche un contact en Israël pour acheter des gilets pare-balles. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une commande aux États-Unis. Ok, là-bas, ils leur proposent $80 par gilet pare-balles, c'est hors de prix. Ils veulent des gilets pare-balles pour la police. Il lui dit, alors là, ils ont mis en stand-by le contrat. Et ils se sont dit, bon, après les États-Unis, Israël, ils sont forts en armement. Donc ils savaient qu'Israël, ils ont leurs gilets pare-balles à eux. Ils cherchent un contact, ils ne savent pas chez qui se tourner. Je lui dis, écoute, j'ai un Israélien dans ma yeshiva, bien, je lui pose la question. Il lui dit, écoute bien, j'ai mon oncle qui travaille à Elta. Elta, c'est une entreprise d'armement. Il dit, je vais lui demander. Attends, j'appelle. Il appelle. Salut tonton, comment ça va? Écoute, on peut passer une commande de gilet pare-balles. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Regarde ce qu'on fait. Si tu veux, prends-toi la commission, ok? Et, comment dire, et prend la commission et comment dire, dit à son père de prendre contact avec le gouvernement, par l'intermédiaire du gouvernement mexicain, ok, directement à notre entreprise, parce qu'on on peut pas vendre à tout le monde. Si ça vient du gouvernement directement, c'est officiel, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et tu lui dis qu'il t'envoie à toi le mail, et toi tu m'envoies, comme ça toi tu prends la commission, d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Il lui dit, écoute, fais ce que je te dis, envoie-moi un mail avec telle et telle donnée, la commande, et je t'envoie le truc. Il envoie la commande à son oncle, il fait passer la commande, il lui renvoie la facture à lui, il lui dit, prends ta commission, prends 10%, ok, et renvoie-leur le truc. Il refait sa facture à lui, il ouvre une entreprise, il fait sa facture à lui, avec 10% de commission, et il lui renvoie au père de son copain. Ils sont d'accord, ils veulent signer le contrat. Ils font une commande de 400 gilets pare-balles. Donc faites le calcul, ils leur font là-bas un prix à $55 le gilet pare-balles. 400 fois $55, il prend 10% de ça. Okay, 2 mois après, maintenant imaginez où d'un coup, il voit un petit billet arriver, sympathique, il est content, il dit, ouais, quel kiff. Bah, au Hachem, je vais pouvoir m'en sortir, j'ai de l'argent de poche. 2 mois après, il reçoit un mail, ok, on veut une deuxième commande de 1000 gilets pare-balles. Il renvoie le truc à son oncle, il fait l'intermédiaire, il reçoit le truc, il prend 10%. Un mois après, il leur demande là-bas des accessoires pour les armes. Il renvoie, il reçoit. Et tac, tac. Comme ça, il se retrouve à la fin de l'année, avec $80 000 de commission. En tous les 2-3 mois, comme ça, une commande, il se retrouve à la fin avec $80 000 de commission. Il va voir son Rav, il dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Je me lance dedans ou pas? Son Rav lui dit, combien de temps ça te prend? Mais je sais pas, tous les 2 mois, je dois envoyer quelques mails et c'est tout. Il dit, alors reste, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux perdre ton temps? Reste, $80 000. Ouais, mais qu'est-ce que je fais? C'est dommage. Il y a peut-être prends cet argent-là, investis. Il a acheté un appartement, ok, il a mis en location. Et là-bas, il le rappelle, on veut maintenant telle et telle chose, tel et tel truc, et des trucs dans des commandes dans tous les sens. L'armée mexicaine, aujourd'hui, il faut savoir, elle est équipée par l'armée israélienne, en partie par l'armée israélienne, par la police israélienne. Et là-bas, il réinvestit dans une deuxième maison, troisième maison, il vend les 3 maisons, il achète un bâtiment, il revend et il achète, il revend, il achète, etc. Aujourd'hui, ce mec-là,
il est toujours Kolelman, à Bnei Brak. C'est un des plus grands donateurs de yeshivot à Bnei Brak. Il a un appartement, hôtel particulier là-bas à Bnei Brak, 3 étages. Il y a, je ne sais pas combien de yeshivot qu'il a lui-même construit. C'est-à-dire que c'est un des plus grands donateurs. Qu'est-ce qu'il fait du matin au soir? Il a ouvert plusieurs kolénim, il est dans un de ses kollels, il a sa petite table, il étudie à Torah. Maintenant, il enchaîne là-bas des ventes. Il a monté son entreprise, c'est un des fournisseurs dans tous les pays du monde, un des fournisseurs d'accessoires, d'armes dans tous les pays du monde. Il est multimillionnaire. Comment ça a commencé? Quel est le scénario qu'Hachem a trouvé? Un contact, 2 contacts, hop, le puzzle, c'est terminé. Quand Hachem a décrété que tu dois t'enrichir, comment dire, ça y est, le scénario, on n'en a rien à battre. C'est comme ça que ça marche. Quand nous, on veut trouver le scénario, et quand on n'a pas le scénario, alors on désespère. Parce que tu es connecté à ce monde-là. Déconnecte-toi, et ça va bien se passer. Donc, ça, c'est l'histoire de la Emouna. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, là-bas, il y a une chose aussi qu'il faut savoir. C'est que, là-bas, on a expliqué que dans la mer Rouge, tout le temps, ils faisaient un pas, et ça s'ouvrait. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tranquilles. Ils avaient tout le temps, il fallait tout le temps qu'ils soient connectés avec Hachem. Ça, c'est notre problème. Notre problème, c'est que, regardez bien, chaque personne, il essaye de vouloir avoir un CDI. Un CDI, c'est-à-dire un truc fixe, ok? Ou de se dire, je veux mon salaire fixe. Pourquoi tu veux ton salaire fixe? Pourquoi tu ne veux pas gagner au contrat? Vous savez pourquoi? C'est un problème, ça. C'est compréhensible, parce qu'on veut être tranquille. Mais être tranquille, c'est dire Hachem, c'est trop dur. C'est trop dur maintenant de me connecter avec toi tout le temps, H24, donc j'ai besoin d'un salaire fixe. Hachem, il n'y a pas de problème, mon fils. Prends chacun à son niveau, mais laisse-moi la possibilité de te donner une porte, ok, pour pouvoir qu'on soit connecté, toi et moi. Je ne peux pas t'abandonner, je ne peux pas te laisser te donner maintenant à gagner au loto, et là-bas tu me dis, allez Hachem, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Non, j'aime tes prières, j'aime ta Emouna, j'aime ta connexion avec moi, j'aime tes bodédouillottes. J'aime quand tu me parles, j'aime comment, avant de faire cet appel-là pour le contrat, tu lèves les yeux vers le ciel. J'aime tout ça. Et je veux pas perdre tout ça. Donc laisse-moi des scénarios où tu es entre mes mains. Et si une personne, elle aime Hachem, Emouna, regardez, le mot de Emouna, c'est M. M, c'est la mère, la maman. Pour dire que, normalement, on doit arriver, le plus haut degré de Emouna, c'est comme un bébé dans les bras de sa mère. Maintenant, lui, que sa mère, elle soit à l'aéroport, ou en train de faire des courses, lui, il est toujours dans les bras de sa mère. Il n'y a pas de différence, vous comprenez? On doit se dire, c'est pareil. Hachem, Covid ou pas Covid, je suis dans tes bras. Il n'y a pas de différence. J'en ai rien à battre maintenant de ce qui se passe autour de moi. Je suis entre tes mains. Moi, je peux vous dire, quand le corona il a commencé, l'année dernière, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, quelqu'un qui suit des cours et tout, il m'a dit, regarde, écoute, je suis en chômage maintenant, et je veux étudier avec toi. Est-ce que on peut étudier? Je lui dis, regarde, écoute, moi j'étudie la Gomara le matin, ok, 2 heures de Gomara, Shabbat, c'est un peu costaud. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Viens, on étudie ensemble et tout, avec plaisir. Il m'a dit, ok, t'inquiète pas, je te suis, je t'en mettrai pas. On a fait, lui et moi, tous les matins on étudiait, il venait au collège où j'étais, il venait les 2 heures, je lui ai dit, écoute, regarde ce qu'on va faire toi et moi. La situation maintenant, elle est il m'expliquait il ne sait pas comment il va faire, il ne sait pas s'il va continuer son travail, etc. J'ai rien ce qu'on va faire. Le médicament pour la Emouna, c'est quoi? C'est le Chovot Alevavot. Chovot Alevavot, il explique toute la Emouna comment ça marche. Chovot Alevavot de Rabbeinu Bechaye, ok. Là-bas, il y a Shara Bitachon. Shara Bitachon, là-bas, c'est quelques pages. Celui qui lit ça, il est tranquille. Il n'a peur de rien, etc. Il faut le lire 2-3 fois dans une vie pour ne plus avoir de problème de parler à ça. Je dirais à ce qu'on va faire toi et moi. On va prendre un quart d'heure à la fin des 2 heures et on va étudier Chovot Alevavot. Il a eu des miracles. Mais lui-même aujourd'hui, à l'époque, il travaille du matin au soir. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il étudie avec moi. Il a été viré de son travail. Il a repris un autre travail où il touche un peu moins, mais il travaille que l'après-midi. Il a gagné maintenant toute la matinée. Il gagne juste un peu moins. Maintenant, il a eu des dommages intérêts là-bas de ce qu'ils ont montré, donc ça lui compense. Et il se retrouve maintenant à avoir gagné d'étudier tous les matins et de perdre moins de temps dans le travail. Il s'est retrouvé à des trucs. Il m'a dit, j'ai jamais eu autant de réussite dans mon travail. J'ai jamais eu autant de réussite, alors qu'il se retrouve maintenant avec une période de corona. Pourquoi? Chovot Alevavot. Quand tu es dans la Emouna, tu n'as peur de rien. Il savait. Donc Hachem, il se laisse le droit de nous garder à ses côtés. Ceux qui n'aiment pas, Hachem, il va leur donner de la parnassa sans se retourner vers lui. C'est exactement le cas du serpent. La malédiction du serpent, c'était quoi? Hachem, il lui dit,
tu mangeras de la poussière, tu te nourriras à la poussière de la terre. Attends, mais Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. C'est ça la malédiction. Hachem lui dit en gros, sache que tu auras tout le temps de quoi manger. Là où tu vas, il y a de la poussière, ok, tu auras tout le temps de quoi manger. C'est ça ta malédiction. Attends, mais c'est une bracha. C'est comme si je dis à une personne, écoute bien, je te mets dans ton compte maintenant 100 millions de dollars. Donc tu es tranquille, tu auras tout le temps de quoi. Bah, super, c'est bien. C'est quoi le problème? C'est pas bien. C'est magnifique. C'est une bracha, non? C'est pas une pourquoi c'est une malédiction? C'est quoi la malédiction? Hachem dit au serpent, prends tout ce que tu as besoin, ne me parle plus. Je ne veux plus entendre parler de toi. Ne viens plus. Il coupe le contact. Quand une personne, le mec il a fait un coup du président, il a pris 25 millions d'euros, sache qu'ici Hachem il vient de couper le contact avec toi. Il te dit, prends ce que tu as besoin, bye. Bye. Après, quand tu seras en prison, peut-être tu m'appelleras. Là, je reviendrai. Hachem, il n'y a pas de problème. Tu fais tchouva, mais oublie-moi. Prends tout ce que tu as besoin et bye. Donc Hachem, quand il nous laisse des moments où on ne sait pas comment ça va se passer, il faut arrêter de faire sa vie sur 20 ans. C'est pas grave si tu ne sais pas ce qui va se passer le mois prochain. La mer, elle va s'ouvrir encore et encore. Tu as la mer devant toi, mais elle s'est ouverte juste avant. Ok, je ne connais pas le futur, mais je connais le passé. Elle s'est ouverte déjà la mer. Donc continue à avancer, n'aie pas peur. Tout est entre les mains d'Hachem. Quand tu sais que tu es connecté avec Hachem, tu sais que tout est entre ses mains, c'est lui qui décide de tout, alors il n'y a pas de problème. C'est là que tu réussis. Il y avait comme ça un Rosh Yeshiva. Il est parti faire le tour aux États-Unis, là-bas, il y a des gens, ils sont multimillionnaires. Maintenant, eux, ils mettent leur maaser de 10%. Non, leur maaser, c'est des millions de dollars. Ils les mettent dans un fonds, et là-bas, ils distribuent. Donc, toi, tu te présentes devant eux, tu dis, voilà, Kvod Arav, monsieur, voilà, j'ai une yeshiva comme ça et comme ça, tu proposes ton projet. Si ça te trouve grâce à ses yeux, il t'envoie un chèque de 500 000 dollars, de 2000 dollars, il te fait un minimum, quoi, mais ils redistribuent leur argent. Et toi, tu te présentes devant eux. Il y en a un, il avait des problèmes dans ses yeshivas. Il a une yeshiva de 200 étudiants. Il ne savait plus comment faire. Il était bloqué. Ils lui ont dit, écoute, va aux États-Unis, là-bas, à New York. Tu fais le tour des mecs et va savoir, tu vas peut-être décrocher un petit billet. Et il part. Il fait le tour des trucs. Et là-bas, il se rend compte qu'il est en train de leur lécher les bottes. Il est en train de venir de leur... ouais, alors le mec, il fait une blague, il rigole comme ça, alors que c'était pas marrant. Et juste pour... et d'un coup, il s'attend 2 secondes. Pourquoi je fais le lèche-botte là? Comme si c'est eux qui me donnent l'argent que j'ai besoin pour ma yeshiva. Hachem, c'est lui qui me donne ce que j'ai besoin pour la yeshiva. Maintenant, Hachem, il veut que ça passe par, que passe par telle ou telle personne. Ok, donc moi, je fais l'intermédiaire, mais c'est pas lui qui me donne. Là, je suis en train de montrer que c'est lui qui me donne ma parnassa. Mais c'est débile. Il a pris sur lui, il a dit, tu sais quoi, le prochain, je vais arriver là-bas, le plus froid que moi, il n'y aura pas. Je vais faire l'ashkénaze, je vais dire, voilà, je lui présente le projet, voilà, tu veux ou tu veux pas. Point. Voilà les photos, voilà le bâtiment, voilà les élèves, on est 200, voilà, on a besoin d'argent, on est en galère. Si tu veux faire cette mitzvah, t'avo alecha bracha. Ok. Il arrive là-bas, maintenant on lui dit, sache, tu vas entrer maintenant, c'est le plus riche. Celui-là, s'il te donne un chèque, si tu as trouvé grâce à ses yeux, il te donne un chèque. Tu es tranquille pour 10 ans. Il te donne $1 million. Il envoie des millions de dollars comme ça, facile. D'un coup, il raconte, j'ai mon cœur qui commence à battre. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Encore tu commences à rentrer dans les sentiments là. C'est pas lui qui va donner ta parnassa. S'il veut, Hachem, il peut faire en sorte de mettre dans la tête de te donner. S'il veut pas, Hachem, il n'y aura pas. C'est tout point. Et il se renforce comme ça. Il arrive à se contrôler. Il arrive devant la secrétaire. Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur le truc. Oui, bien sûr, monsieur le directeur va vous recevoir. Et il rentre dans le bureau. Il voit un bureau. Rien que le bureau, c'était en bois massif comme ça. Une chaise, un truc. Il voit ce bureau-là, c'était rien qu'il vendait le bureau, il est tranquille pour 2 ans avec sa yeshiva. Un bureau, mais il voit, le mec, il pèse. Il dit, ok, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il sort son livre là-bas, avec toutes les photos, il dit, voilà, ça c'est le bâtiment, ça c'est les barourim, ça c'est ce qu'on a besoin. Voilà, on arrive à une situation, on ne sait pas quoi faire, on a besoin d'aide. Et il finit son speech. Maintenant, le riche, il comprend pas, c'est bizarre un peu, il essaie même pas de me convaincre. Quoi. Donc il regarde les photos, okay, il dit, juste une question comme ça, pourquoi tu voudrais que je donnerais à ta yeshiva plutôt qu'à une autre? Genre, en gros, il essaie de me convaincre, quoi. Qu'est-ce que tu as de spécial, toi, pour que je te donne à toi l'argent? Et là, il tape une crise, l'autre. Le roi yeshiva, il dit, c'est toi qui me donnes mon argent? Cet argent-là, pour la yeshiva, c'est Hachem qui le donne. Toi, t'es rien du tout. T'es une poussière. Tu me donnes rien du tout. L'autre, il est choqué. Il dit, mais excuse-moi, je voulais pas te... Oui, d'accord, c'est Hachem qui donne, d'accord. Il dit, écoute-moi bien. Tu veux, tant mieux. Tu veux pas, tant pis.
mais tu vas pas me rendre fou. Ici, c'est Hachem qui me donne. C'est tout. Toi, t'es que le sous-directeur dans ce monde-là. Le directeur, c'est Hachem. Point. Si Hachem il veut, voilà, je te montre le projet, tu veux faire l'intermédiaire, bracha batzlacha. Mais sache que t'es que le sous-directeur. Là, il y a un blanc. Le mec, il était vexé, quoi. Comment tu parles? Il ferme le livre, il dit ok, je vais réfléchir. Il lui redonne le livre. Et l'autre, il prend son livre, il s'en va. Maintenant, le directeur, comme ça, il s'arrête. Et dans sa tête, c'est bon, celui-là, il peut rêver. Et d'un coup, il se dit attends, mais il a raison quand même. En fait, c'est Hachem qui parle là. Hachem, il vient de me donner la leçon la leçon de ma vie là. Pour qui tu te prends? Il se parle à lui-même maintenant. Il dit pour qui tu te prends? Tu crois que c'est toi qui dirige ce monde? T'es que le sous-directeur, il a raison. Magnifique. Il sort. Gisèle, il appelle sa secrétaire. Vous pouvez me faire une plaque. Ok, vous m'enlevez cette plaque là de directeur général et tout. Vous me faites une plaque. Vous mettez sous-directeur. Avec mon nom comme ça. Je suis plus directeur. Je suis le sous-directeur. C'est moi le sous-directeur. Elle lui dit ok, il n'y a pas de problème. Bon. Elle fait commander la plaque. Et il place la plaque lui-même sur la porte, comme ça, sous-directeur. Le lendemain, écoutez bien ce qui s'est passé. Il y a un mec de Harlem, il est venu pour faire un hold-up. Il arrive là-bas, il rentre, il va au dernier étage, donc l'étage de cet homme-là. Il a son flingue à l'intérieur, ok. Il rentre comme ça, il dit je dois parler au directeur, etc. Il demande à un employé. Le directeur il est au fond. Non, il le regarde bizarrement. Pourquoi le directeur il est tout au fond, c'est le bureau du fond. Il arrive au fond, la secrétaire dit monsieur, vous avez pris rendez-vous? Il voit que, elle va le bloquer. Oui, j'ai pris rendez-vous. Il va pour forcer la porte. Elle lui dit monsieur, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas rentrer. Il sort son flingue, il commence à paniquer parce qu'il voit les gens commencent à arriver autour de lui. Il sort son flingue, il dit je veux parler au directeur, il est où le directeur? Il lève les yeux, il voit sur la porte, il y a marqué sous-directeur. Il s'en va, il dit le premier qui bouge, je le tue. Ah, tout le monde lève les mains comme ça, tout le monde par terre, ça pousse des cris dans tous les sens. Il est où le directeur? Mais non, tout le monde est par terre. Il sort, il voit qu'il n'y a plus personne pour répondre, il cherche, il voit dans les portes. Hop, ce avocat, machin, truc, il est où le directeur? Il commence à crier que ça. Il tape, il tire une balle en l'air. Répondez-moi, machin. Les mecs, ils sont tous par terre, personne qui répond. Il se dit, bon, c'est terminé, ils vont me choper. Il part en courant, il sort là-bas dans la cage d'escalier, il commence à descendre. Les flics, il attendait en bas, ils l'ont attrapé, ils l'ont chopé, etc. Le directeur à l'intérieur, il voit tout dans ses caméras de surveillance. Il voit ce qui se passe, il était lui-même sous son bureau. Et il comprend comment Hachem il a sauvé. Comment il a sauvé Hachem? Il a mis sous-directeur. S'il avait écrit directeur maintenant, directeur général, le mec, il aurait enfoncé la porte avec son flingue. Il aurait demandé tout de suite un truc. Ou sinon, il aurait mis une balle dans la tête. Ces gens-là, ils sont prêts à tout. Dans la panique, il emporte tout le monde avec lui. Ici, il s'est retrouvé ici. Comment Hachem m'a sauvé là? Quand j'ai compris qu'Hachem il faisait tout, j'ai compris que c'était lui, que j'étais qu'un pion dans ce monde-là, et ben Hachem il m'a sauvé la vie. Il a fait une enquête pour retrouver cet homme-là. Retrouvez-moi. Il faut me le retrouver. L'autre, il est dans son bureau, dans son hôtel. Imaginez-vous maintenant de l'autre côté. L'autre, il est dans son hôtel, le Rosh Yeshiva. Et il est là en train de se. Il revient avec. Bon, je ne sais pas combien il a récolté, il a récolté une misère. Il repart, plein d'émouna, de se dire je ne sais pas comment ça a marché, mais j'ai confiance en Hachem. Le scénario, on l'a pas. Je suis revenu, voilà. J'ai de quoi payer un peu les frais à droite à gauche. Ça va nous servir 2-3 mois. Il reçoit un coup de fil. Monsieur Truc vous convoque, veut vous voir. En urgence, venez vite. Il lui raconte l'histoire. Il dit tu m'as sauvé la vie. Ta Emouna nous a sauvé la vie ici. Il lui raconte toute l'histoire. Et il lui dit voilà, regarde la plaque. Sous-directeur. C'est toi, c'est grâce à toi. Il lui dit alors maintenant, il sort son chéquier. Il lui fait 10 millions de dollars. Il lui dit maintenant, voilà, ça c'est une avance, ok? Maintenant, ta yeshiva, elle est à moi. Je veux avoir le srout, le mérite d'être ton donateur officiel. N'aie pas peur, tu vas grandir, tu veux truc, les petits projets là que j'ai vu derrière en fin de truc, il n'y a pas de problème, sur mon compte. Regardez la Emouna. Maintenant, quand tu viens, le mec il sort, il raconte l'histoire. Il dit bon laisse tomber, j'ai fait capoter le rendez-vous, etc. Je lui ai dit, mais t'es malade, mais pourquoi tu fais ça? Faut t'habiller classe, faut te mettre comme ça. Rien du tout. Hachem, En Od Milevado, c'est lui qui fait tout. Lui c'est qu'un pion. Regardez le scénario qu'Hachem lui a trouvé. Donc ça c'est comme ça que ça marche. On récapitule. La mer Rouge, elle s'ouvre, c'est un scénario où on veut me faire désespérer. Hachem te dit mon fils, utilise la Emouna. Parce que quand tu es bloqué, c'est-à-dire que tu es connecté à ce monde-là, tu es trop dans les causes et effets. Laisse tomber tout ça, ok? Laisse tomber le scénario. Dis-toi qu'Hachem, aie confiance en moi et dis-toi que je peux tout faire pour toi.
Ce monde-là, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi le patron de ce monde-là. C'est moi qui ai les solutions. C'est moi qui t'ai mis le problème. J'ai aussi la solution. Fais confiance du futur et confiance du futur et je m'occupe de toi. Comment? Laisse ça entre mes mains. Hachem, comme on dit tout le temps, il ne lui manque pas de scénario. N'ayez pas peur. Maintenant, quand toi, tu dois ne jamais désespérer. Tu dois continuer à avancer. Et à ce moment-là, ici, tu emploies la carte de la Emouna. Parce que quand tu es bloqué, c'est parce que tu n'as pas les mérites. Tu n'as pas ce qu'il faut. Que ce soit pour la Parnassa, ça dépend des mérites, la Parnassa. Ça dépend de ton zivoug. Comment je vais faire? Mais je suis loin du compte, moi. Comment je vais trouver mon zivoug? N'aie pas peur. Si tu commences à désespérer, et tu vois encore un mariage, et tu es là au mariage, tu dis, mais comment? Quand est-ce que je vais me marier? C'est pas possible. 34, 35, 38 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Qu'est-ce que tu t'en fiches? Tu es en train de trouver des scénarios là maintenant. Qui t'a dit qu'il faut se marier à 20 ans? Qui t'a dit? Quoi, tu crois qu'Hachem ne peut pas t'envoyer des triplés derrière? Et tu rattrapes le temps perdu? À quoi ça sert? À quoi ça sert de commencer à chercher à gauche et à droite? Laisse tomber. Hachem, tu m'enverras la femme de mes rêves. Hachem, tu m'enverras mon prince charmant. J'ai pas peur. Et tu te fais charrier. Ouais, faut te marier là, les tantes comme ça qui arrivent au mariage. Allez, la prochaine c'est toi. N'aie pas peur, tata. N'aie pas peur. Ne t'occupe pas de mon cas. Tout va bien se passer. Quand tu réfléchis comme ça, tu fais avancer les choses. Mais quand tu es là en train de dire ouais, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire, tu es en train de mettre des bâtons dans les roues Hachem. N'aie pas peur. Le scénario, laisse. Après, comment ça va se passer? N'aie pas peur pour le reste. Hachem, il va te débloquer la suite. Dis-toi que c'est lui qui fait tout. Comment tu vas la rencontrer? Comment tu vas le rencontrer, le prince charmant? Il ne manque pas de scénario Hachem. Je vais le rencontrer, ça c'est sûr. Toi, ton rôle, c'est d'avancer, de ne pas désespérer et de garder la Emouna. Et comme ça, c'est pour le Zivoug. D'un coup, il va descendre. D'un coup, il va tomber, même si t'as aucune chance. T'as aucune chance. On va finir avec cette histoire. Cette histoire, elle est connue, mais regardez comment ça résume bien ce qu'on a expliqué ce soir. Il y avait un Bahou Yeshiva. Il a commencé les Shiduchim. Maintenant, il avait beaucoup de qualités. Il avait un seul défaut, c'est qu'il avait une balafre. Il avait une balafre sur le côté. Okay. Et il a commencé donc les rencontres et tout. Et donc dès que la fille elle s'assoit comme ça, elle regarde un petit peu, ça la dérange. Elle parle 5 minutes. Je suis désolé, je dois y aller. Hop. Et bon, il comprend. Il a très bien compris que c'est à cause de sa balafre. Et comme ça, un an passe. Il enchaîne shidour sur shidour, rencontre sur rencontre. Et tout le temps, c'est pas possible. Pourquoi ils n'écoutent même pas ce que j'ai dit? Peut-être qu'il y aura un charme, un truc. Bon, il descend de niveau, il dit bon, je vais prendre des femmes un peu moins, peut-être un peu moins belles, on va dire peut-être, bon, ou peut-être avec un défaut, ça va peut-être. Et bon, même ça marche pas. Il devient fou. Il va voir son rave. Son rave, il lui dit écoute, ne pars pas là, Imouna. Il lui dit mais comment tu veux que je me marie? Je me marierai jamais. Comment tu veux que je fasse maintenant? Avec ça, avec cette balade, je me marierai jamais. Il dit t'inquiète pas, il y aura des scénarios, des trucs laser, etc. et tout. Maintenant, il lui dit, t'es quoi? Toi, t'es mieux que le Rav Kanievski. Viens voir le Rav Kanievski, on va voir ce qu'il dit. Il va te faire une bracha, il va te dire si tu peux te marier ou pas. Si la Torah te dit que tu n'as pas à t'inquiéter, n'aie pas peur. Il dit, ok, ça m'aiderait ça. C'est quoi, viens voir le Rav Kanievski. Ils vont voir le Rav Kanievski. Il dit, voilà, Rav, j'ai un problème. Regardez comme vous pouvez voir à cette balafre. Toutes les rencontres que j'ai, ben, les premières minutes, elles ne marchent pas à cause de ça. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une opération? Je dois faire des trucs, etc. Le Rav Kanievski, il regarde et lui dit, la prochaine rencontre, raconte-lui ton histoire. Comment t'as eu cette balafre? Ok. Lui, dans sa tête, je vois pas le rapport. Je vais lui expliquer, mais le fait est là. Quoi. Ça va rien changer. Bon, on lui présente une fille. On lui dit, regarde, il y a une fille incroyable, bonne famille, etc. Ok, truc, on lui a parlé de toi, elle est intéressée. Rencontre, lobby de tel hôtel, telle heure, tel endroit. Okay. Il arrive à la rencontre, il la voit arriver. Il dit, tiens, on va boire un verre et tout. Il dit, écoute, malheureusement, je suis pressé. Donc viens, on reste au bar et voilà. Donc lui, il comprend tout de suite que c'est à cause de la balafre. Elle a tout de suite vu. On l'a pas dit dans le truc qu'il avait un problème. Et donc elle a vu tout de suite. Bon, elle préfère faire ça rapidement parce que bon, ça correspond pas. Ça me dérange. Il dit, écoute, c'est sûrement à cause de ça que tu dois t'es gêné, que tu veux partir vite. Juste laisse-moi te raconter l'histoire. Ok? Juste te raconter l'histoire. Après tu fais ce que tu veux. Elle dit ok, bon, si tu veux. Viens, installe-toi. Il installe à la table. Et il dit regarde, il y a 4 ans, je suis parti pris au cotel. Maintenant, je sais pas, j'étais dans mes pensées, etc. J'ai pris une mauvaise route. Je suis parti dans
dans le côté arabe. Et là-bas, j'ai entendu un cri. Et je vois un arabe avec un couteau poursuivre une jeune femme et courir derrière elle. Et à je vois cette scène, je me dis, mais la pauvre, je vois une fille juive comme ça, en train de se faire courir par un arabe. J'ai demandé un attentat. Autour de moi, il n'y a personne. Il y a des arabes qui sont là, mais ils vont pas, pour eux, ce qui se passe, ils vont pas intervenir plutôt qu'autre chose. Au contraire, David qui était avec le sourire aux lèvres, j'ai tapé un sprint. Je me suis dit, il n'y a que moi qui peux l'empêcher de la tuer, cette femme-là. Je suis arrivé en courant et j'ai commencé à me battre avec lui. Quelqu'un qui s'est retrouvé devant moi. Et il m'a mis, avec son couteau, il a commencé à m'avancer son couteau sur mon visage. J'ai tenu. J'ai pu décaler. Malheureusement, il a appuyé. Et ça m'a fait cette balafre-là, sur le côté du visage. Heureusement, à ce moment-là, j'ai pu me retourner, etc. La police, elle a pu arriver, et truc, machin. Et, au Hachem, la fille, elle a pu comment dire, elle a pu s'échapper. Au Hachem, j'ai sauvé cette fille, j'étais content. Voilà la balafre. À vie, pour avoir sauvé une personne du Ham Israël. Donc ça, c'est l'histoire. On a fait ce que tu veux. Il voit la fille commencer à mettre les mains sur son visage et commencer à pleurer. Et il lui dit, mais ça va, moi je voulais pas te faire mal. Elle est belle l'histoire, mais voilà le résultat, quoi. Elle reprend ses esprits, elle lui dit, cette fille, c'était moi. Elle lui dit, ce que tu sais pas, c'est que celle que tu as sauvée, c'était moi. Et tout le temps, j'ai essayé de chercher ce mec qui m'a sauvé. On n'a pas voulu me dire. J'ai appelé la police, j'ai appelé les ambulances, etc. Je te dois la vie. Je lui dis, je te dois la vie. Elle a dit, donc, si tu voudrais bien, j'aimerais bien continuer cette rencontre. Et juste, laisse-moi un petit aller-retour, je dois sécher mes larmes. Il se retrouve, imaginez-vous le scénario. Il raconte l'histoire, le Rav Kanievski l'a vu très bien. La prochaine rencontre, c'est ton zivoug. C'est-à-dire que tu croyais que le scénario, il était terminé. Comment je vais me marier maintenant? Tu t'es rempli d'émouna, tu t'es dit quoi? Le Rav, il a dit, il n'y a pas de problème, il faut que je raconte mon histoire. Bon, mais c'est débile, qu'est-ce que ça va changer de raconter ton histoire? Non, ce que tu sais pas, c'est quand tu vas la rencontrer. C'est ton zivoug. Et elle-même, la seule qui pourra accepter cette balafre, c'est celle que tu as sauvée. C'est la seule parce que cette balafre-là, c'est le signe qu'elle a retrouvé sa vie, qu'elle a été sauvée de cette personne-là, de cet attentat. Donc ici, lui, il voit comment Hachem il est intervenu maintenant. Il voit que la Emouna, maintenant, il a gardé ça entre les mains. Et il voit que Hachem, il a trouvé le scénario. C'était celle-là, celle que j'ai sauvée. Donc, maintenant, tu vois, pire que cet homme-là, avec une balafre. Quand tu te poses la question, est-ce que je vais trouver la bonne? Quand tu te poses la question, est-ce que je vais trouver le prince charmant? Est-ce que je vais réussir dans ma parnassa? Laisse tomber. Sors un petit pastis. 51, je t'aime. Ok. Envoie un petit lechaim avec ta femme. Et tranquillise-toi. À Kol Besséder. Hachem, je t'aime. Hachem, on n'a pas peur. C'est comme ça que David Ameller il faisait. David Ameller, il était poursuivi par ses pires ennemis. Et il dansait là-bas. Il marqué tous les télim qu'il a fait, il les a fait avec le roi Hakodesh. Maintenant, pour sortir des choses avec le roi Hakodesh, il faut arriver à un niveau de simra intense. Il est poursuivi par son fils. Il est poursuivi par Shaoul, par ses ennemis. Il est dans une grotte, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, il n'a rien. Et pourtant, il se remplit de joie en disant Hachem, ce rocher-là, cette obscurité-là, c'est toi. J'ai pas peur du futur, je vais pas désespérer, je vais pas commencer à pleurer sur mon sort. Je vais pleurer de joie, Hachem, je vais danser pour toi. Kavod Velo Idom. Je te chanterai Hachem et je me tairai pas. Je chanterai tous les jours de ma vie s'il faut. Si tu as besoin, sors un petit pastis, sors un petit ricard, je sais pas ce que tu as besoin pour te rendre heureux. Sors une bourra. Mais ici, mets de la musique dans ta voiture à fond et dis Hachem, je t'aime, j'ai peur de rien. J'aurais peur de rien, Hachem. C'est toi qui m'aide, c'est toi qui me guide, c'est toi qui m'as aidé jusqu'à maintenant et tu vas continuer à ouvrir la mer. Jusqu'à qu'on va y arriver. Et je vais réussir, Hachem, j'ai peur de rien, je trouverai ma femme, je serai heureux, je serai sous la roupa, et je te dirai, Hachem, j'ai confiance en toi. Je serai là avec mes millions de dollars, te dire, Hachem, merci pour tout. Je sais que tu m'as pas oublié. Donc c'est comme ça que ça marche. La Emouna, enon milevado. Avec la Emouna, on peut tout réussir. Donc, à nous de nous connecter à Hachem. On sait comment ça marche maintenant. Ne pas désespérer. Et avancer avec le sourire. Avancer avec la simcha. Parce que ce monde-là, si on n'a pas la simcha, la déprime, on peut très vite tomber en déprime. Ce monde aujourd'hui, c'est un monde de déprime. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la Emouna. Quand tu as la Emouna, tu es avec Hachem, Hachem il te montre, il rigole avec toi. En plein Covid-19,
tu tapes des fous rires avec Hachem parce qu'Hachem te fait des scénarios plus incroyables les uns que les autres. Donc, ici, n'ayez peur de rien. Avec ce monde-là, il risque d'être dur. Regardez ce qui se passe. Gog ou Magog, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Iran. Ici, quand vous allez entendre la Troisième Guerre mondiale commencer, vous allez rigoler. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Hachem, il va jouer, il a joué avec les Égyptiens, il va jouer avec n'importe qui. Avec n'importe quel ennemi d'Israël. Avec n'importe quelle personne qui veut faire du mal à Israël. N'ayez peur de rien. Soyez forts parce qu'on a le roi des rois avec nous. Et quand tu sais que tu as Hachem avec toi, que c'est lui qui a le volant, mets tes pieds sur le truc tranquille. Allume une clope comme ça, détends-toi. Remplis-toi de simra, de sérénité, parce que c'est ça qui ouvre les portes. Yeraton, qu'Akadosh Baruch Hu il puisse ouvrir les portes. Tous ceux qui ont besoin de Zivouk, Bédat Hachem Bekarov, de Parnassa Beshefa, Arbe Atzlacha, et que des délivrances, avec la délivrance finale bien entendu. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Merci pour votre attention.